Salut à toutes, salut à tous. On est en live, on est sur la chaîne de la Fédération française de jeux de rôle et ce soir, on se retrouve pour parler des contes de Crypte. Je suis avec Glyph qui est parmi nous et qui va nous parler du JDR, les contes de Crypte. Est-ce que tu vas bien? Ça va très très bien, merci beaucoup de m'inviter. Ben, merci à toi de participer à notre petit live. Alors en attendant que, les gens commencent à se connecter, est-ce que tu vas bien? Est-ce que ça se passe chez toi? Est-ce qu'il fait beau là où tu es? Il fait honteusement moche. On a eu un début de printemps et c'est reparti en arrière. Et chez Ah, toi? il fait pas beau. Si jamais, ben, pour ceux qui commencent à nous rejoindre, hein, n'hésitez pas aussi à nous dire, ben, s'il fait beau chez vous ou s'il y a du soleil. Bah, tu es dans quelle, zone de France toi d'ailleurs? Là, je suis en Île-de-France pour le moment et bientôt Ah j'irai bah oui. m'exiler en Normandie. En Île-de-France, bah, il s'avère que j'étais à Paris aujourd'hui, là je suis rentré sur Strasbourg, mais Mmh. effectivement, au moment où je suis parti, il y avait une pluie qui commençait à arriver, je sais pas si elle est toujours là. Là, ça va. Et ben, malheureusement, tu n'as pas beaucoup de chance effectivement vu qu'il faisait beau, mais bon, après je ne sais pas si en général l'Île-de-France, c'est un endroit où il fait beau ou s'il fait toujours moche, un peu comme en Angleterre? Ça, c'est la France en entier, hein. Il fait toujours beau et il pleut tout le temps. Alors, est-ce que nous avons des personnes? N'hésitez pas à nous dire si vous nous entendez bien, je vais pas vous demander si vous nous voyez puisque pour le coup, malheureusement, vous n'aurez droit qu'à nos petits avatars, mais n'hésitez pas à nous, dire si, vous nous voyez bien et vous nous entendez bien surtout. N'hésitez pas aussi, si jamais, à poser des questions durant le live quand on va vous présenter, heu, le JDR, les contes de Crypte. Alors, bah, écoute, ce que je te propose, c'est qu'avant qu'on, parle du JDR en particulier, je te propose peut-être une petite présentation de toi-même. Qui es-tu? Qu'est-ce qui t'a amené aussi à te lancer dans l'univers, du jeu de rôle et qu'est-ce qui t'a peut-être amené à te lancer dans la création d'un jeu de rôle? Bah, du coup, je m'appelle Glyph, j'ai 26 ans et j'ai commencé le jeu de rôle en inventant le jeu de rôle. Je savais pas que ça existait, je savais pas que c'était un truc. J'ai juste, eu l'idée avec un copain, au collège. Et du coup, j'ai abordé le jeu de rôle par le prisme de la création, d'improviser des trucs et après de rajouter des univers, des systèmes petit à petit. Et je crois que j'ai mis 2 ans, de pratique avant d'apprendre que le jeu de rôle et les rôlistes existaient. Du coup, j'ai créé du jeu de rôle dès le début. Bah, c'est cool, donc tu t'es lancé directement dans cet univers, c'est assez rare, hein, parce qu'en général, c'est vrai que les personnes sont plus en mode, je suis un joueur, je découvre et cetera. Là, j'ai l'impression que toi, tu t'es lancé directement, dans le tas. Ouais, C'est j'ai c'est fait pas quelque chose maître qui du t'a jeu fait peur, direct. de te lancer comme ça, Bah, en fait, c'était une époque où les actual plays n'existaient pas et donc on connaissait pas le jeu de rôle, comme aujourd'hui. Donc je pouvais pas avoir d'appréhension vu que j'avais pas de représentation en tête. C'était plus, pour nous, en plus, on était gamins, donc c'était l'époque des podcasts, des mecs dans leur chambre qui parlent face à une caméra grand angle avec, Cyprien, Squeezie, tous ces trucs-là. Et du coup, mon premier jeu de rôle, ça ressemblait plus à un sketch médiéval fantastique que je faisais à un pote. Et après, dans ce sketch, il a interprété le personnage principal. Et du coup, c'était du jeu de rôle avec un joueur, un maître du jeu, finalement. OK, cool, et donc tu as, inventé un jeu qui s'appelle Les Contes de Crypte Ouais. et je te propose, ben, de nous présenter un peu plus, en détail, donc c'est quoi un petit peu, l'univers, enfin, quelle est la genèse déjà de la création et c'est quoi l'univers des Contes de Crypte? Yep. La genèse des contes de Crypte. Du coup, après avoir passé quelques années à retourner le jeu de rôle un peu dans tous les sens, à tester des univers différents, du cyberpunk, de refaire les grands univers qu'on connaissait, Star Wars, Le Seigneur des Anneaux. Au bout d'un moment, je me suis dit, j'aimerais bien en créer un original. Et du coup, je me suis dit, on va faire un médiéval fantastique, mais qui va essayer de renverser un petit peu les codes dont on a l'habitude. Donc, ce sera des princesses qui gardent des dragons et qui doivent sauver des chevaliers, des trucs comme ça. On voulait voilà, prendre tout à contre-courant
pour que ce soit drôle, finalement. Et du coup, au début, j'ai juste écrit quelques dragons. Je voulais faire un bestiaire pour faire un jeu un peu comme, Monster Hunter. On apprend à connaître les créatures, on leur court après et on les traque, on les abat. Et après, je me suis mis à écrire, des factions, de la magie et petit à petit, en rassemblant toutes ces notes, ça a fait un jeu, mais ça a fait, 10 ans que j'écris comme ça, au début de manière très morcelée et qu'ensuite, ça devenait, de plus en plus organisé à chaque réécriture. Bah, c'est cool. Est-ce que tu as la possibilité de nous présenter peut-être en images, un petit peu les contes de Crit? Mais tout à fait, tout à Alors je fait. vais partager, hop, ton écran, comme ça on voit bien, hop, et je vais mettre ça en grand. Voilà, magnifique. Comme ça on voit bien le site sur lequel tu es. Mouais. Ce site donc, c'est Patreon, c'est un site de soutien participatif, mais j'ai décidé de poster là-bas mes règles, gratuitement et comme ça, participent, financièrement uniquement ceux qui le souhaitent et du coup, la une bonne partie des illustrations sont faites par nos illustrateurs et nos graphistes, mais comme j'ai eu une période où je postais des articles tous les jours, les images, les plus, comment dire? Les plus cheap sont faites par IA. Les seules images où je tenais à avoir, mon illustratrice, c'est, la bande dessinée et les livres qu'on va sortir, mais les petits articles comme ça, quand je les illustre, je m'embête pas, sinon le budget serait conséquent et du coup, là-dessus, on a un petit peu tout, de la création de personnages. J'ai fait, un peu de conseils au maître du jeu, j'ai des moments où je m'épanche, des histoires, des anecdotes rôlistes. Donc il y en a un peu pour tout le monde. Je pense que si on est joueur et qu'on cherche un univers et ben c'est un bon endroit. Si on est maître du jeu et qu'on cherche d'autres visions, ça peut, toujours enrichir de voir d'autres systèmes, d'autres manières de faire et si on est ni l'un ni l'autre, bah, c'est qu'on n'est pas rôliste. Est-ce qu'on peut être rôliste sans être ni joueur, ni maître du jeu? Alors de nos jours, j'ai l'impression qu'il y a aussi, les spectateurs qui se développent au niveau du jeu de rôle. Est-ce qu'on peut Je être un pense. spectateur rôliste? Est-ce qu'il y a des gens qui sont spectateurs et qui jouent jamais, tu penses? Des gens qui mettent longtemps à sauter le pas, je comprends, mais que ce soit une position stable, ça me paraît étrange. Alors pour avoir vécu un jour, une partie de loup-garou dans lequel, nous jouions sur scène et j'ai invité des gens à venir jouer sur scène. Les gens apparemment ont refusé de jouer au loup-garou. Ils ont préféré s'installer, dans le public et regarder des gens jouer au loup-garou. Donc je me dis qu'il est tout à fait possible que des gens préfèrent, regarder d'autres gens jouer au jeu de rôle, sans pour autant eux-mêmes jouer au jeu de rôle, mais en étant potentiellement des rôlistes. Hein? Pourquoi pas? Bah, c'est vrai que de toute façon, il y a de plus en plus de médias qui en ont fait un spectacle, donc si c'est bien fait, pourquoi pas? Alors, je reviens juste sur les contes de Crit. Donc Ouais. là, tu nous présentes un petit peu le à quoi ça ressemble et cetera. Est-ce que tu peux nous parler peut-être plus de l'univers et des règles, du jeu? Mais carrément. Les règles du jeu, du coup, sont, comme j'aime pas trop les systèmes à pourcentage, fixe, je veux dire, comme, Donjons et Dragons, les systèmes à D20, à D100. Pour une raison très simple, on a autant de chances de faire tous les résultats du dé, statistiquement, et ça me plaisait pas. Je me suis dit: «Dans la vie, on a quand même, la plupart du temps, on fait notre performance moyenne et c'est très rare qu'on soit plus fort ou plus faible» et du coup, avoir un système, simplement avec un seul dé m'allait pas. Mais du coup, notre système fonctionne avec plusieurs dés qu'on cumule les uns sur les autres et quand on lance plusieurs dés pour faire un résultat et ben, en fait, on a plus de chances mathématiquement de faire la moyenne, plutôt que de faire les extrémums. Mmh. Et du coup, ça reflétait un truc un petit peu plus, peut-être pas réaliste, mais en tout cas plus vraisemblable, qui me plaisait bien. Et du coup, c'est pour ça que j'ai fait ce choix-là dans le système. Et il y a plein de comme ça de petits choix mécaniques qui axent un petit peu, le jeu et qui sont des témoins de la manière dont nous, on apprécie jouer. Typiquement, j'ai pas de système de classe parce que je trouve ça trop, enfermant. Parce que soit tu as très peu de classes et les gens peuvent pas jouer ce qu'ils veulent, soit tu as 47 classes et c'est infernal de tout lire pour savoir comment créer un personnage. Du coup, j'ai essayé de faire un système qui soit plutôt, en arborescence, où on fait des petits choix cumulés les uns aux autres. Un choix d'inventaire, un choix des compétences du personnage, un choix parmi quelques races. Et comme à chaque fois, il y a plein de possibilités, ça fait au final des centaines de millions de possibilités quand on les croise toutes. Mais quand on les traverse en tant que joueur dans la création de personnages, c'est Mmh. plutôt organique. Je vais essayer de vous montrer la recette de création de personnages justement, parce qu'elle est très, très douce en fait, très courte. On l'a fait, nous, sous système de, comment on appelle ça? De questionnaire de personnalité, qui n'est pas encore mis en forme par le graphiste, donc je pourrais pas vous montrer une jolie version de ça. Mais pour faire simple,
une création de personnage, c'est 1, 2, 3, 4, 5 choix. Et le reste, ça se fait pendant les parties. 5 petits choix sur la personnalité, les équipements, les compétences, la race et les caractéristiques. Donc ça va plutôt vite, parce qu'on voulait que ce soit un jeu qui reste très très simple à prendre en main pour les néophytes ou pour les jeunes personnes, ou encore pour les gens qui n'ont pas le cœur de lire 500 pages avant de jouer une aventure, vu que nous, on n'attendait pas d'en avoir lu une seule avant de jouer. Super. Et donc, l'univers des contes de Crit, c'est quoi exactement? À la base, du coup, ça se voulait, comme je disais, être un médiéval fantastique un peu subversif. Donc, nous, on appelle ça faire du jeu de rôle rétro-futuriste. On prend les vieux poncifs et on essaye de les remettre au goût du jour au XXIe siècle, parce que quand même, Donjons et Dragons a 50 ans, donc faut moderniser quelques trucs. Et voilà. Donc, ce sera pas dépaysant pour les personnes qui connaissent bien, mais on a réinterprété des classiques qui nous plaisaient pas. Par exemple, on a dans beaucoup d'univers médiévaux fantastiques, les humains sont la race moyenne qui peut un peu tout faire. Et c'est un cliché qui a tendance à m'agacer un peu, parce que du coup, je trouve que les humains sont jamais très fascinants à jouer. Bon, si vous aimez les humains, envoyez-moi un pamphlet sur pourquoi vous aimez bien, parce que je comprends pas. Et du coup, on a fait l'inverse, on a pris ça à contre-pied. Dans les contes de Crit, les humains, c'est une classe méta qui peut faire des choses qui sont interdites pour toutes les autres races. Par exemple, ils n'ont pas de mana et ils n'ont pas de restrictions sur la magie. Enfin bref, c'est une classe qui est en dehors des codes, au lieu d'être en plein milieu et d'être des espèces de généralistes que moi je trouve un peu fades. Voilà. Et pour faire très très simple, pour le définir en 2 mots, c'est un univers de magie et de dragons. Donc si on n'aime pas le médiéval fantastique, c'est pas le premier univers à aller chercher. Mais bon, on peut venir pour le système aussi. Est-ce que vous avez un lore, ou est-ce que vous avez un espèce de pitch de base, de l'univers, tu vois? Quand tu commences, est-ce qu'il y a déjà des bases qui ont été, mises en place en mode, dans cet univers, il y a telle ou telle chose? Ou est-ce que c'est un truc qui est, totalement, ouvert, comment ça se passe? Alors c'est plutôt ouvert. Par exemple, j'ai pas rédigé toutes les villes et chaque faction dans chaque ville. Par contre, on a une frise chronologique des grandes étapes qui se passent dans le monde et on propose au maître du jeu de lancer une fléchette ou un dé pour décider où est-ce qu'ils vont jouer dans la frise. Mais typiquement, on peut jouer dans la préhistoire, si jamais c'est un délire qu'on a envie de faire, ou alors à l'ère romaine, plus médiévale, ou à l'apparition de la poudre. C'est globalement les époques qui sont jouables. On peut même faire du cyberpunk. Du coup, voilà. On essaye de proposer plusieurs états. L'idée, c'est juste avec des races et des règles qui encadrent l'univers, on estime que ça suffit au maître du jeu après à créer son bac à sable. C'est pas un jeu qui a un lore de 300 pages qu'il faut être absolument fouillé et maîtrisé. C'est pas du tout l'intention de design. Cool. Pour ceux qui auraient envie de se lancer justement, dans cet univers, est-ce que tu as des conseils, pour bien commencer la partie? Est-ce que tu as des conseils, à la fois pour les joueurs et pour, peut-être des gens qui aimeraient bien être MJ? Pour être MJ des contes de crit, je pense que de manière générale, on est à une époque où on se pose trop de questions sur comment bien faire du jeu de rôle. Et il y a trop de gens qui souffrent du perfectionnisme et du poids qu'ils ont sur les épaules, alors que c'est un loisir. Donc, donc détendez-vous et faites comme vous voulez. Moi, j'ai créé les contes de crit en essayant de le rendre simple et fun. Donc, je le conseille à des gens qui veulent. Je dirais que écrivez en gros sur la table ou sur un papier que la priorité c'est de s'amuser. Et pour les joueurs, du coup, autorisez-vous des délires. Et pour les maîtres du jeu, essayez de suivre un peu les joueurs dans leurs idées débiles, parce que c'est comme ça qu'on s'amuse dans les contes de crit. Donc voilà, ne vous mettez pas la pression, il n'y a pas de mauvaise manière de jouer à ce jeu. Euh, ou alors sinon, il faudrait vraiment que le créateur ait un ego surdimensionné pour dire comment son jeu doit être joué. Alors actuellement là, vous avez, je vais le reposter dans les commentaires, hop, vous avez une campagne, Ulule, qui est en cours. Oui, Donc on peut retrouver, les comptes de Crit, sur Ulule. Là, j'ai mis le lien en commentaire pour ceux qui nous regardent, si jamais vous voulez aller faire un tour. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, de votre campagne, de comment ça s'est passé, de où est-ce que vous en êtes, du projet global en lui-même, par rapport à ce que vous voulez faire? oui. Du coup, la campagne de financement participatif, c'était pour fêter les 10 ans du jeu de rôle et pour qu'on puisse payer tout le monde, les artistes, les graphistes, les auteurs.
et faire une bonne fois pour toutes le livre du jeu de rôle dans une version jouable et notre jeu de cartes, parce que les contes de Crit, ils se jouent avec un paquet de cartes sur la table. Et au passage, on a eu des artisans qui nous ont soutenus, alors on a rajouté des dés et des baguettes magiques avec des artisans qui, eux, maîtrisaient déjà ces sujets-là. Donc voilà, l'idée, c'était de pouvoir avoir un très joli livre à sortir. Et du coup, il a été financé. On a passé notre 176%. Là, il est actuellement en prolongation. Ça nous permet aussi de continuer de Waouh. pouvoir le vendre pendant qu'on fait une boutique. C'est pour ça qu'on l'a prolongé. Le temps de faire la boutique en ligne. Et puis, il faut toujours travailler pour finir les écrits du bouquin. Super. Voilà, j'en profite juste par rapport au projet. Donc là, ça fait 10 ans que vous êtes dessus. Mhm. Bah, y a beaucoup de gens qui se lancent dans les jeux de rôle. Euh, Là, ça fait 10 ans que vous êtes dessus, que ça se développe. Est-ce que par rapport à ton univers, tu as réussi à créer une communauté de personnes qui vous suit de manière régulière? Est-ce que vous avez des gens qui jouent de manière régulière depuis les 10 ans? Comment ça se passe? Alors, on n'a pas de. Alors, attends, est-ce qu'on a des réguliers depuis 10 ans? Non, je pense pas. Parce qu'au début, ça se passait dans nos chambres d'étudiants. Donc, on s'est exporté en 2020 en ligne. Et c'est là qu'il y a eu une communauté qui est restée. Donc, à partir de 2020 jusqu'à nos jours, on a des gens qui restent et qui sont là depuis le début. Mais ceux qui jouaient au Conte de Crit à la création il y a 10 ans, ceux-là, on s'est un petit peu perdu de vue forcément parce qu'on était étudiants. Et puis maintenant, tout le monde a une vie, une maison, 3 femmes, 10 enfants et 14 chiens. C'est compliqué. Mais voilà, ça s'est élargi. On a un Discord avec 300 personnes, je pense. Et du coup, on fait jouer régulièrement. Il n'y a pas que moi d'ailleurs. Moi, je fais jouer pour le plaisir en table réelle, en convention, dans des barrageux et en table virtuelle. Mais il y a d'autres maîtres du jeu qui ont fait leur campagne et qui, de temps en temps, ouvrent des groupes pour toute une guilde. Parce qu'on fait rarement jouer pour 3 joueurs. On aime plutôt faire jouer pour 20 joueurs et en table ouverte. À chaque séance, il y a des joueurs qui s'inscrivent et comme ça, les effectifs tournent et tout le monde rencontre du monde et on vit une expérience beaucoup plus multijoueur finalement. Waouh. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous faites une soirée avec 20 personnes, mais il y a plusieurs MJ et les gens se répartissent parmi les MJ, c'est ça? Non, c'est plutôt sur le long cours, à l'instar de guildes comme dans Fairy Tail par exemple. Les personnages des joueurs constituent un grand groupe de mercenaires qui travaillent ensemble. Et lorsque le maître du jeu annonce une séance, genre mardi en 8, on se retrouve à 20h, les joueurs s'inscrivent et il choisit le nombre de joueurs qu'il accepte, entre 3 et 5 comme la plupart des tables. C'est juste que ces 3 et 5 joueurs, la semaine prochaine, ce ne sera pas les mêmes qui vont jouer. Donc tout le monde joue une espèce de suite de one-shot avec une trame de fond, comme si on jouait tous les épisodes d'un animé. Chaque épisode se tient sur lui-même, mais il y a une trame de fond qui s'installe. Ok, cool. Ben, c'est bien, ça. Je reviens sur juste la question effectivement de la création des jeux de rôle. Mhm. Donc c'est bien, on sent que ben, depuis 10 ans, il y a quand même une certaine alimentation de ton côté de l'univers. Est-ce que parmi les gens justement qui viennent jouer, c'est un jeu en fait qui leur donne envie tout de suite de continuer et tu sens que les gens se mettent dessus, essayent de faire des parties régulièrement? Comment ça se passe? Ah, ça, pour les gens qui viennent, ça dépend beaucoup, parce que tout le monde ne vient pas avec les mêmes objectifs. Il y en a qui viennent pour une communauté. Il y en a qui viennent spécifiquement pour découvrir un jeu. Et du coup, une fois qu'ils ont lu les documents, si ça leur plaît pas, ils passent leur chemin. Donc, chacun vient avec son profil. Ça dépend un petit peu. Et voilà, comme c'est assez rare qu'on propose des one-shots, à part dans des événements faits pour ça, des conventions, c'est rare qu'on ait des gens qui viennent juste une fois et qui repartent. Généralement, on accroche les gens. Ben, c'est cool. Alors, pour ceux qui nous regardent, pour rappel, si jamais, n'hésitez pas à poser vos questions s'il y a des choses que vous aimeriez bien développer. Moi, je vais revenir. Donc, la campagne se finit bientôt. C'est quoi la suite pour vous? Et ben, la campagne, on a encore un petit peu de temps, on a 6 mois. Mais bon, ça va finir par s'arrêter, tu as raison. Et la suite pour nous, et bah, du coup, avec les paliers qu'on a fait, c'est pour l'instant
Notre priorité, c'est le livre et le jeu de cartes. Et une fois que ça, ce sera sorti, on a encore des projets qui attendent. On a la bande dessinée qu'on n'a pas pu financer pour le moment, mais qui reste dans un coin de ma tête. On a sorti l'épisode pilote, consultable gratuitement sur Patreon d'ailleurs. Et Est-ce si que les gens ont des est-ce que retours, des c'est moi questions. ou on dirait que tu t'es toi-même, dessiné dans le pilote? Et bah, du coup, je ne possède pas de cheveux rouges, malheureusement. Hein? Du coup, non, je ne ressemble pas tant que ça au personnage. Il a été fait sur, alors pour faire toute l'histoire, il a été fait à partir d'un dessin que quelqu'un avait fait de moi lors d'un spectacle. J'étais jongleur de feu, pour un événement et Waouh! une des personnes du public m'a dessiné en avec une forme d'elfe, une épée de feu et on s'est dit que ce personnage, il méritait d'être creusé. Donc on lui a donné un nom qui n'est pas le mien, une histoire qui n'est pas la mienne et des capacités qui sont différentes. Mais oui, voilà, il y a une espèce de connexion un petit peu qui a été faite et voilà, on a écrit toute son histoire à lui qui est, comment nos choix nous font devenir les adultes qu'on est et voilà, c'est un thème qu'on essaye d'approfondir, dans la bande dessinée. Ah, c'est cool, donc prochaine étape si possible, une bande dessinée, sur l'univers. Mmh. En deux mots juste, c'est quoi le pitch, de la BD? Le pitch de la bande dessinée, c'est on trouve à la première page un enfant abandonné en plein hiver, sans personne pour le protéger. Il se fait recueillir dans un cirque et il va mener la vie de cirque dans un univers médiéval et fantastique. Alors, j'en profite, on a une question, dans le chat, le jeu de cartes est-il utilisé enfin, c'est plutôt la question, c'est comment le jeu de cartes est utilisé dans le JDR? En fait, comment fonctionne, l'utilisation justement du jeu de cartes, dans le JDR? Alors le jeu de cartes, c'est un oracle, comme un tarot divinatoire comme le tarot de Marseille, sauf qu'au lieu de compter 22 arcanes, le nôtre, comme le financement a rencontré un petit peu de succès, il va en compter 35 et le jeu de cartes, il est posé au milieu de la table pendant la partie et il va être utilisé par les joueurs et par le maître du jeu. Par les joueurs, ça fonctionne un petit peu comme des points de destin qui vont permettre de relancer des jets pour être, pour éviter de mourir, ce genre de choses, pour rendre des actions, transformer des échecs en réussite. Mais aussi, chaque carte, je vais voir si je peux réussir à vous en montrer une, chaque carte a un thème. Ça peut être des lieux, des objets, le cimetière, les marchands, etc. À chaque fois, pour chaque carte, il y a un objet, un lieu et un type de rencontre. Et du coup, si jamais vous, en tant que joueur, vous possédez la bonne carte au moment où elle arrive dans la fiction, par exemple, j'ai la carte de la justice au moment où on est interpellé par des gardes, je peux utiliser ma carte pour avoir un bonus dans la fiction, soit pour que les gardes soient de notre côté dans un procès, soit pour que les gardes aient des malus à leur jet si on a décidé de leur casser la gueule, etc. Donc c'est un peu quelque chose qui permet de jouer avec la chance du côté des joueurs. Et pour le maître du jeu, c'est un outil de création de séances et d'improvisation. Ça sert un peu comme une table des rencontres ou une table d'aléatoire, mais sous une forme un petit peu plus ludique et plus agréable à manipuler. Le maître du jeu tire une carte et ça peut être le prochain lieu que les PJ vont découvrir ou la prochaine rencontre fortuite au détour d'une forêt. Du coup, voilà, c'est utilisé un peu par tout le monde et généralement dans une séance de 2 heures, moi je tire à peu près entre 2 et 10 cartes. C'est très variable, mais au moins c'est pour te donner un à peu près de la régularité. Donc ça donne toujours un petit peu de peps et de rebond et c'est un outil à l'improvisation parce que j'improvise beaucoup mes séances et je voulais donner un moyen aux gens qui ont moins cette fibre-là de le faire quand même. OK, c'est cool. J'espère avoir répondu à la question. Alors n'hésitez pas dans le chat à nous dire si, vous avez compris le système de jeu. Apparemment, la réponse est, suffisamment claire pour avoir été comprise. Merci le chat. N'hésitez pas si d'ailleurs vous avez d'autres questions. Bon après c'est vrai que le système de jeu, c'est quelque chose qui est relativement simple, Ouais. donc je pense pas qu'il y ait, effectivement de choses, particulières à dire. Moi, je vais peut-être juste rebondir sur quelque chose que tu as dit. On est apparemment dans un système de jeu où, comme tu l'as dit, il y a pas de classe. Ouais. Donc, la question, que pourraient se poser les personnes, c'est comment tu fais évoluer le personnage, à travers les histoires? Ah, ça c'est une question très intéressante.
pour toute personne qui a un jour voulu créer son jeu de rôle, le système d'XP, ça peut être un casse-tête parce que la manière dont on va gagner de l'expérience, c'est la manière dont les joueurs vont jouer. Si on gagne de l'expérience uniquement en tuant des bestioles, les joueurs vont tuer des bestioles et vont massacrer tout ce qui bouge. Donc c'est vraiment très important de bien réfléchir à comment on fait. Et nous, on a opté pour un système d'objectifs, donc plutôt narratif, qui est construit par le personnage. Donc le personnage, il va fixer 3 objectifs pour lui, un à court terme, un à long terme et un à moyen terme. Je vous les explique rapidement, mais en gros, compléter un de ces objectifs donne une récompense au personnage. Gagner un point de compétence, un objet magique, une caractéristique, et c'est le moyen de progression le plus important, voire quasiment le seul, ça et l'équipement du personnage. Donc on a, à court terme, c'est le succès. Un succès, je l'ai nommé comme ça pour faire comme un succès de jeu vidéo, un succès sur Steam ou sur Xbox. C'est la petite quête que vous êtes en train de faire, vous et votre groupe. Retrouver la fille du chasseur, escorter un marchand, aller chasser une bête de la région, c'est l'objectif que le maître du jeu vous a donné. C'est généralement l'objectif qui est résolu à la fin de la séance ou une séance sur 2. Et le valider, ça vous permet d'obtenir un petit point de compétence. Ensuite, un petit peu, donc celui-là, il change à chaque fois qu'il est résolu. Et on peut les abandonner si on veut. Le deuxième, c'est la vocation. Et c'est celui qui se rapproche le plus d'une classe, parce que je demande à mes joueurs de lui donner un nom de classe de MMORPG. Et c'est un objectif qui ne change pas, mais à chaque fois, le personnage doit faire des accomplissements toujours de plus en plus grands. Par exemple, si j'ai choisi d'être un tueur de monstres, un chasseur, eh bien, je dois à chaque fois chasser une bête au moins aussi grosse que la dernière pour continuer de gagner des points. Donc, si mon premier meurtre, c'est un minotaure, je peux la deuxième fois tuer un dragon, mais ensuite, je ne peux plus redescendre. Si je me mets à juste chasser 2 loups dans une forêt, ça ne me fera pas gagner de points. Il faut que ce soit un accomplissement pour mon personnage. Si jamais je tue une chèvre et après je tue un mouton, ça va ou pas? C'est je ne sais même pas si on peut considérer ça comme un exploit. Donc ça, je pense que ça comptera pas. Et bien sûr, là, j'ai pris l'exemple de tuer des trucs, mais ça peut être étendre votre religion si vous êtes un paladin, ça peut être sauver la veuve et l'orphelin, ça peut être découvrir des sites archéologiques. Vous mettez ce que vous voulez. L'idée, c'est juste que le personnage, il avance dans cette vocation pour lui qui l'anime. Et l'objectif à long terme, c'est un objectif qui n'a pas pour vocation à être fait, mais juste de donner du grain à moudre pour le roleplay. C'est le plan. Le plan, c'est l'objectif de la vie du personnage. Ça peut être fonder une famille, venger l'assassin de sa mère. Normalement, cet objectif n'est jamais fait parce que s'il est fait, le personnage n'a plus de raison d'aller à l'aventure. Donc, accomplir son plan, c'est soit accepter de donner une fin au personnage parce qu'il va arrêter d'aller à l'aventure et d'être motivé pour la campagne, ou alors le personnage peut rester mais il va changer drastiquement. Par exemple, un personnage qui accomplit sa vengeance et ça fait 15 sessions qu'il est motivé par ça, ça doit avoir un impact roleplay, le fait que d'un seul coup, il ait plus ça à faire. Est-ce qu'il se sent vide? Est-ce que ça l'a apaisé? Ça, c'est le joueur qui décide comment il joue son personnage, mais en tout cas, ça marque un tournant majeur. Et comme ça force les joueurs, non, ça les force pas vraiment. Disons que ça invite les joueurs à réfléchir un peu plus en accord avec la psyché de leur personnage et pas juste en faisant du metagaming pour être le plus fort possible. Voilà pour le système de progression. Là, pareil, c'est intéressant. Après, c'est vrai que c'est compliqué. Si je tue un loup, ensuite que je tue un orc, ensuite que je tue je sais pas quoi et que je tue un dragon et qu'après je suis obligé de tuer des dragons pour continuer d'évoluer, à un moment, il y aura plus de dragons. C'est ça. Mais l'idée, c'est que le personnage progresse en dépassant ses limites. Et du coup, le jour où tu obtiens le titre chasseur de dragons, forcément, ça te permet plus de progresser, de juste aller te battre dans une taverne. C'est normal, t'en es plus à ce niveau-là. Par contre, ça veut pas dire que t'as pas le droit d'aller le faire tous les vendredis soirs si ça te fait marrer. Et justement, ça va pousser les joueurs à aller toujours à plus d'aventures. Je t'écoute. Alors, est-ce que tu as une galerie peut-être de personnages que tu pourrais nous montrer? J'ai pas une galerie de personnages préfaits, mais j'ai les présentations des races qui peut déjà nous donner un petit peu du système. Du coup, tu as parlé des humains, mais y a-t-il autre chose qu'un humain dans ce monde? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. On a 6 races jouables
c'est volontaire qu'il n'y en ait pas 42 parce que, même si j'insulte pas ouvertement les auteurs qui font ça, évidemment, mais moi, personnellement, j'ai pas la patience de lire 200 pages pour pouvoir choisir ma race. Donc, j'ai choisi d'en faire simplement 6. Par contre, une race peut faire de multiples archétypes de personnages. Je vais vous montrer laquelle. L'énigme. Tiens, l'énigme parce qu'ils sont faciles à comprendre. Donc, on a 6 races différentes avec des hommes bêtes, des hommes oiseaux, des peuples à peau verte, à écailles, des humains, des apparences de démons. En fait, je voulais que les joueurs, quand ils viennent avec une idée de visuel pour leur personnage, ils puissent forcément l'intégrer dans le jeu. Par exemple, l'énigme, pour faire simple, le visuel, c'est un animal à fourrure, anthropomorphisé, avec une paire de cornes. Et vous choisissez ce que vous voulez, un lion à cornes, un loup, un lapin, un chinchilla, ce que vous voulez. Donc il y a déjà au moins 30 races de donjons et dragons qui rentrent dans cette définition. Et chaque race a un petit système d'atouts et d'handicaps qui lui sont liés. Et c'est avec ça qu'on va composer son personnage. On choisit un atout, un handicap, comme il peut y avoir dans certaines versions de Vampire la Mascarade, mais pas, encore une fois, sans un document de 40 pages, juste une double page pour une race, c'est largement suffisant. Comme ça, si je sais que je veux jouer un homme bête, leur pouvoir à eux, c'est déclencher une rage. Une fois dans la séance, ils boostent une de leurs caractéristiques. Et du coup, il y a autant de types d'enimes qu'il y a de caractéristiques. Et après, on choisit, est-ce que je veux avoir un odorat développé, un code de l'honneur, et du coup, j'ai un mental qui résiste dès qu'on essaye de me le faire sortir. Voilà. Il y a des atouts et des handicaps dans tous les sens. Tiens, on a le handicap dépendance à l'herbage, qui nous rend dépendant à une substance illicite. Il y en a dans tous les sens. Voilà. Un qui permet de manger quasiment tout ce qui se mange, et même ce qui ne se mange pas, et d'être immunisé au poison. Et un autre qui permet au contraire d'être très restreint et de manger uniquement de la viande, ce qui peut poser problème si le maître du jeu a envie de vous embêter un petit peu en vous mettant au milieu d'un champ de patates. Enfin voilà. Et du coup, à chaque fois, voilà, le personnage se compose comme ça avec des petits choix organiques au fur et à mesure. Enfin, pardon, pendant la création. D'ailleurs, on a chronométré. On a fait en sorte que pour quelqu'un qui n'a jamais fait le jeu de rôle de sa vie, la création de personnage soit faisable de 0 en 20 minutes. Alors, ça n'empêche pas de faire des pré-tirés si vous voulez mettre vos joueurs très confortables. D'ailleurs, j'invite à le faire pour un one-shot. Mais voilà, une création de perso peut se faire avec le questionnaire de personnalité en 20 minutes. Et du coup, ça évite de prendre une session complète et toute une soirée pour faire des personnages qu'on ne jouera pas avant la semaine prochaine. Voilà. Et si on fait un petit tour d'horizon rapide des différentes races. Ouais. Tiens, je vous donnerai après mon sentiment sur chacune parce qu'il y en a qui sont plus ou moins aimés. On a donc les Nîmes qui sont des hommes bêtes, les Ailfs qui sont des hommes oiseaux, qui bien sûr détestent les Nîmes, ils ne peuvent pas se blairer ces deux-là. Ils peuvent avoir plusieurs paires d'ailes, histoire qu'ils n'aient pas tous le même archétype. Donc il y en a qui ont des ailes célestes et qui peuvent voler avec des plumes. On en a, leurs ailes ressemblent à des plaques osseuses, un petit peu comme les animaux comme le pangolin ou le tatou. Et du coup, ils peuvent se protéger avec, mais ils sont trop lourds pour voler. Les Nilebogs, c'est les peuples à écailles. Donc dedans, que vous aimiez les gobelins comme moi ou les orques, vous pouvez jouer à peu près toutes les peaux vertes, les trolls de World of Warcraft, pourquoi pas, avec une subtilité, leur queue est un serpent. Et du coup, ils ont une queue qui peut mordre et qui a du poison. Ça, c'est nos 3 races les plus simples et les plus abordables. Et les 3 suivantes sont des races un peu plus compliquées. Les humains, du coup, ils brisent des règles de la magie, ils sont un petit peu méta et il faut avoir l'esprit pour s'intéresser à la magie et avoir la patience. Les Sophos, qui sont inspirés de Wakfu. Dans Wakfu, il y a les Héliatropes, qui sont des humanoïdes qui naissent avec des jumeaux dragons. Et les Sophos, c'est pareil, sauf qu'à la création, vous choisissez, est-ce que ce dragon, il a un petit corps à lui, et du coup, vous avez un familier dragon avec vous constamment, ou alors, est-ce qu'il est en vous, et c'est plutôt une deuxième personnalité, et vous avez une forme dragon dans laquelle vous vous transformez, et ça change toutes vos caractéristiques. Vous avez en fait 2 modes, 2 stances pour jouer le personnage. Et la dernière race, la dernière ajoutée et la plus difficile à prendre en main, parce que tous les autres, ils ont un corps, mais pas la 6e, c'est les scatars. Ça se joue comme un parasite, un symbiote, et du coup, il n'a pas de corps propre, il doit parasiter un corps biologique ou mécanique. Ça peut être une armure, un cadavre de cheval, ce que vous voulez, tant que c'est inconscient. Et on peut même le faire sur quelqu'un qui dort, mais attention quand la personne se réveillera. C'est un peu plus tricky à jouer parce qu'on n'a pas de corps qui nous appartient, donc c'est plus en dehors de la culture de jeu habituelle, mais ça se joue très bien.
Et après, on a le droit de faire des hybrides de chacune de ces races. Donc, je crois que ça nous donne 30 possibilités si je compte bien. Voilà. Voilà en somme les races dans les comptes de crit. Super. Et donc, c'est quoi ta race préférée? Alors, c'est très compliqué, c'est très compliqué. La race que j'aime le moins, ça c'est unanime, c'est les Ailfs. On a un dicton qui dit tout le monde déteste les Ailfs, et c'est pas vrai, parce qu'ils ont des fans derrière eux. J'ai eu du mal pendant très longtemps avec eux. Là, ça va. Depuis quelques mises à jour, je leur ai ajouté des choses que j'aime bien. Mais ma race préférée à moi, je pense que c'est soit les humains, parce que c'est des humains qu'on retrouve nulle part ailleurs, soit les scatars, pour le côté un peu alien et très différent des autres. Mais je pense que j'ai de la tendresse pour quasiment toutes. Ça fait 10 ans qu'elles m'accompagnent de toute façon, donc voilà. Super, merci à toi. Alors je ne sais pas si dans le chat, on a, une question par rapport, à l'univers ou par rapport, au système de jeu et cetera. Si jamais, n'hésitez pas, nous on se rapproche, ça va presque faire 40 minutes, qu'on est, ensemble. Je ne sais pas si tu as vu le temps passer? Pas vraiment. Mais c'est vrai, t'as raison, 40 minutes. Alors, bah, je vais regarder s'il y a encore une question, sinon on va s'approcher tout doucement de la fin. Moi, ce que je te propose, c'est, bah, n'hésite pas à nous partager, peut-être, les liens importants ou comment, rejoindre, les comptes de Crit. Et bah, si jamais vous jouez en ligne, le moyen le plus facile, c'est le Discord que je t'enverrai, voire que je peux t'envoyer, pour pouvoir aller consulter les règles, rencontrer la communauté et jouer. En plus, en ce moment, je rouvre une campagne, comme j'en parlais tout à l'heure, une campagne ouverte à tous. Et ça faisait très longtemps qu'on l'avait pas faite. Ouais. Donc, si vous voulez rejoindre, c'est le bon moment. Je rouvre une campagne pour une bonne vingtaine de joueurs, venus de tous horizons. Sinon, si jamais vous êtes en Île-de-France, eh ben, n'hésitez pas à me contacter. Je fais jouer un petit peu tout le monde, si jamais les gens ont la gentillesse de payer la pizza quand j'arrive. Et sinon, bah, on se voit aux conventions qui se passent en France. La prochaine qui vient, c'est Octogone. C'est ce mois-ci. J'allais dire c'est le mois prochain, mais non, c'est dans 3 semaines. Alors, bah, on a justement une question, de quelqu'un qui veut savoir, où est-ce qu'on peut vous retrouver en région ou en festival? Donc Octogone, mais est-ce qu'il y a d'autres choses? Octogone, c'est le prochain qui est prévu. J'ai pas encore fait la tournée pour le moment, parce que les conventions, c'est très chouette, mais c'est aussi épuisant. Et vendre son jeu, c'est vraiment pas pareil que d'en profiter. Parce qu'à à la base, on est tous des gens qui écrivent dans leur chambre et qui jouent avec leurs potes. Et du coup, le faire dans une convention, dans un bâtiment avec 6000 personnes, c'est pas le même exercice. Et sur la durée, on a tendance à perdre un petit peu ce pourquoi on a commencé le loisir. Donc j'en fais pas tant que ça. La prochaine, c'est Octogone. Et après, chaque année, on organise avec les membres du serveur une petite semaine de vacances entre nous, avec les joueurs habitués. Parfois, c'est des nouvelles rencontres et des gens qu'on connaît pas du tout. Je crois que j'ai rencontré comme ça 30 personnes que j'avais jamais vues physiquement. Et voilà, chacun est invité à ramener Waouh! ses petits projets. Comme ça, tout le monde fait son petit jeu de rôle. Chacun se fait jouer les uns les autres. Et voilà, on passe toujours une très bonne semaine chaque année. Ben, super. En tout cas, Octogone, il y aura aussi donc le stand de la Fédération française de jeux de rôle. Donc n'hésitez pas à faire un tour et bah, ce sera une occasion de discuter, avec les membres de la fédé. Si jamais tu as 5 minutes, tu pourras venir nous dire bonjour. Carrément. Carrément, il faut que j'arrive à m'organiser des tables pour Octogone. Je crois que je m'y prends tard. On m'avait dit c'est trop tôt quand j'ai demandé et j'ai oublié entre-temps. Sinon, c'est pas grave. Je me mettrai à côté de la buvette et je ferai jouer les gens qui passeront. C'est là qu'il y a le plus de monde de toute façon. Eh oui, un super jeu où il faut, voler du café et retrouver le gérant de la boutique, qui a été kidnappé par, des elfes, Carrément. Carrément, les voleurs de super, café. Bah, écoute, moi je te remercie d'avoir participé à notre live. Bah, merci de m'avoir invité encore. Comme d'habitude, vous retrouverez la vidéo, en replay sur Twitch et sur notre chaîne, YouTube et évidemment, bah, on se retrouve, enfin, on se verra à Octogone, pour, les personnes qui ont envie de découvrir les contes de Crit ou, les personnes qui ont envie de venir voir, le stand de la Fédération française de jeux de rôle. N'hésitez pas à passer et on se retrouve pour une prochaine soirée. Merci à tout le monde. Ciao, ciao. Ciao, bonne soirée.